À la une de l'actualité ce soir, la force conjointe du G5 Sahel toujours dans un processus d'opérationnalisation, même si le commandant de la force G5 Sahel promet que la lutte contre le terrorisme sera intensifiée bientôt. C'est le rapport fait au président du Faso par le général mauritanien en charge de la conduite des troupes. Le point de l'audience à suivre dans ce journal. Et puis, dans ce journal, le gouvernement burkinabé décide l'érection de l'agence burkinabé d'électrification rurale en établissement public à caractère administratif, mais aussi de la ratification d'accords de prêt pour le développement rural. Ce sont des décisions prises ce mercredi lors du traditionnel Conseil des ministres. Les autres décisions dans les détails à suivre dans cette édition. Et puis, pour ouvrir ce journal... Et puis dans cette édition, ce sont des trafics d'ivoire clandestins vers la Chine qui inquiètent. Ce sont des quantités importantes qui sont souvent convoyées dans ce pays. C'est le groupe de conservation de la faune sauvage qui sonne l'alerte. Les détails à suivre dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Pour ouvrir ce journal, donc direction Kossiam, où le président du Faso vient de recevoir le général Anana Oldo Sidi, commandant en chef de la force du G5 Sahel. Le haut responsable de la force conjointe est venu expliquer sa vision dans la conduite des troupes. Le général mauritanien a indiqué également que la force conjointe est toujours dans un processus d'opérationnalisation et promet que la lutte contre le terrorisme sera bientôt intensifiée. Konsoum Koulibaly, Pascal Kané. La force conjointe du G5 Sahel a un nouveau commandant, le général mauritanien Emana Ould Sidi. Le nouveau commandant est là pour décliner sa vision du commandement dont il a désormais la charge et recueillir les recommandations et suggestions du chef de l'État burkinabé. Je suis venu lui rendre compte de ma vision pour les jours à venir, pour ce qui est des activités de la force, et lui rendre compte de l'état dans lequel se trouve la force aujourd'hui. Et enfin, je suis venu aussi recueillir les conseils, les orientations nécessaires que je considère étant très utiles pour l'accomplissement de ma mission. La force conjointe du G5 Sahel passera bientôt à l'offensive contre les terroristes du Sahel. Le dispositif est en train d'être mis en place pour cela, rassure le général. Il faut dire que la force est à ses débuts. Son opérationnalisation n'est pas encore achevée. Et quand cette opérationnalisation sera achevée, certainement les choses vont changer. Avec la coopération et avec la coordination avec les forces de nos différents pays qui évoluent dans les zones où se trouvent actuellement les terroristes, où les terroristes se manifestent d'un moment à l'autre. Hier déjà, le nouveau commandant de la force conjointe a eu un entretien avec les premiers responsables de l'armée burkinabé dans le but d'harmoniser les vues sur le commandement de cette force. Et puis lors de son séjour guinéen hier, le président du Faso a échangé avec les compatriotes vivant en Guinée. Il est allé leur apporter les nouvelles du pays. Le président du Faso est revenu sur la situation nationale, marquée notamment par le défi sécuritaire, l'organisation du référendum sur la Constitution et le vote des Burkinabés de l'extérieur avant de recueillir les préoccupations des compatriotes. Vincent Tiendrebego, de retour de Conakry. La voie référendaire, l'idéal pour le passage à la 5e République, selon le président du Faso, qui donne ici des nouvelles du pays aux compatriotes vivant en Guinée. Cette constitution, même si elle est consensuelle, on ne peut pas l'adopter via le Parlement. Donc, ça veut dire qu'il faut organiser un référendum. Bon, évidemment, nous avons une polémique, oui, ça coûte cher, on va voir si le Parlement ne peut pas adopter. Bon, mais bref, on est tenu de faire un référendum pour pouvoir l'adopter et pouvoir faire en sorte que, en tout cas, la nouvelle procédure du fonctionnement de la République soit fondée sur cette nouvelle constitution donc, que nous avons mise en place ensemble. La question du vote des Burkinabés est sur la base donc, de la carte consulaire. Bon, ça c'est un débat sur lequel nous avons insisté sur le fait que la carte consulaire n'est pas uniforme sur l'ensemble des pays et nous ne pouvons pas fonder notre raisonnement uniquement sur la Côte d'Ivoire comme base de travail. Parce que ça concerne aussi bien le Niger, ça concerne aussi bien le Gabon, ça concerne aussi bien ici,
même s'il n'y a pas encore de représentation pour faire des rencontres consulaires, mais ça concerne un tas de pays dans le monde. Je crois qu'il y a 11 ou 12 pays dans lesquels ces élections doivent se dérouler. Nous avons dit qu'il appartient à l'État de faire en sorte que nous puissions dépêcher l'ONU dans ces différents coins-là pour que les gens puissent avoir des pièces d'identité et que, comme tout Burkinabé, on doit avoir une égalité de chances dans le vote. Chacun vote à partir des pièces d'identité. Face au chef de l'État, les Burkinabés vivant en Guinée exposent leurs préoccupations et insistent sur les différentes formes de tracasserie dont ils seraient victimes dans leur pays d'accueil. Beaucoup d'entre eux seraient actuellement détenus. À l'écoute de l'ensemble des témoignages qui ont été faits ici, la question, en fait, pour moi, ne se pose plus en termes d'orpailleurs ou peut-être des problèmes de respect de la loi, mais ça se pose en termes de stigmatisation des Burkinabés en tant que tels, ce qui pose les problèmes autrement, puisque si finalement on est dans les règles, mais on va vous demander où sommes-nous, comme je dis, tout ce que nous faisons, CEDEAO, tout ce que nous parlons sur le panafricanisme, il faut mettre ça à l'eau, ça ne correspond à rien du tout. Nous avons vraiment pris bonne note de l'ensemble de ces questions. C'est dommage que nous n'ayons pas eu ces informations avant, mais nous ne manquerons pas de les transmettre et demander au président Alpha Condé de prendre toutes les dispositions pour que les choses rentrent dans l'ordre. Sinon, nous ne serons pas en phase avec toutes les déclarations politiques qui sont faites. Estimés à 200 000 personnes, les compatriotes de Guinée souhaitent la mise en place d'une représentation officielle du Burkina dans ce pays. La Guinée, qui est jusque-là couverte par l'ambassade burkinabé à Bamako, dirigée par Kojo Lougué. Roch-Marc Christian Kaboré ne discute pas de la pertinence de cette doléance. Il promet d'y apporter une réponse. Et puis le traditionnel Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi à adopter des mesures, notamment sur la ratification de l'accord de financement relatif au prêt d'un montant de 11 milliards et demi conclu le 28 août 2018 entre la BAD et le Burkina Faso pour le financement du programme d'appui aux réformes du secteur de l'énergie. Le gouvernement a également décidé de l'érection de l'Agence burkinabé d'électrification rurale en établissement public à caractère administratif. Les autres décisions en détail avec Adama Guiti et Eleonore Yerbanga. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo. L'Agence burkinabé de l'électrification rurale ABER est érigée en établissement public à caractère administratif. Il aura pour mission de promouvoir l'accès à l'électricité dans les collectivités territoriales et améliorer les conditions de vie et de bien-être des populations. Le décret pris en Conseil des ministres entraîne la dissolution du FDE, le Fonds de développement de l'électricité. Le FDE, qui était le Fonds de développement de l'électricité, faisait ce travail-là. Donc nous avons pris un décret portant dissolution du FDE et tous les éléments du passif et de l'actif du FDE ont été donc transférés à l'ABER. Toujours au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de financement signé entre le Burkina Faso et la Banque africaine de développement pour le financement du programme d'appui aux réformes du secteur de l'énergie a été adopté. Le prêt d'un montant de 11,5 milliards de francs CFA avec comme objectif donc de faciliter l'accès inclusif à l'électricité et à l'énergie et d'accroître les investissements en énergie dans les zones rurales. Le Conseil a aussi autorisé au titre du ministère en charge de la femme la tenue d'une conférence de haut niveau sur les mutilations génitales féminines du 22 au 25 octobre prochain dans la capitale burkinabé. Il a aussi en communication orale élaboré un programme de commémoration de la journée du 31 octobre. Avec la symbolique dépôt de gerbes, mais des conférences également qui seront organisées à l'intérieur du Burkina et à Ouagadougou donc, pour magnifier et valoriser donc l'action de ceux qui ont participé à l'insurrection, mais également célébrer ceux qui ont résisté
à la tentative de coup d'État. Le Conseil a enfin communiqué sur la tenue le samedi prochain avec toutes les confessions religieuses d'office écuménique pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Au procès du putsch manqué ce soir, le colonel Abdoul Karim Traoré était appelé à la barre. L'ex-conseiller technique de Djibril Bassolé au ministère des Affaires étrangères est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Le spécialiste en médiation ne reconnaît pas les faits, même si l'expertise téléphonique de son téléphone dit le contraire. Zouavier David Abiré. Il est magistrat militaire de formation, expert en gestion de crise au ministère des Affaires étrangères au moment du putsch et écrivain à ses temps perdus. Ce matin, le colonel Abdoul Karim Traoré est à la barre. À son encontre, une infraction, la complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Est-ce que vous reconnaissez le fait? À cette question du juge, d'un ton ferme, l'accusé réplique « Je ne reconnais pas les faits ni en action ni par omission ». Le 16 septembre 2015, comme d'habitude, il dit s'être adonné à la rédaction de son ouvrage dans la journée. Entre 14h et 16h, alors qu'il regagnait son bureau, il apprend qu'il y a des troubles en ville et singulièrement au Conseil des ministres. Il appelle un officier supérieur pour s'enquérir des nouvelles. La rumeur se confirme, le président Michel Kafando, le premier ministre Yacouba Isaac Zida et 2 membres du gouvernement sont arrêtés. Mais pour l'expert en gestion de crise qu'il est, cette information n'est guère une surprise. C'était une énième crise entre le régime de sécurité présidentielle et le régime de la transition, pensait-il. Il décide de continuer l'écriture de son ouvrage, mais est vite assailli par des coups de téléphone de personnes désireuses en savoir davantage sur la situation. Il appelle le général Pegrenoma Zagré et le colonel-major Bourema Kieré pour plus de précisions, mais en vain. Il appelle alors le général Gilbert Djindjiri. Ce dernier lui demande de le rejoindre au ministère de la Défense. Après quelques hésitations, précise le magistrat militaire, il y va et rencontre le général Gilbert Djindjiri. Les 2 hommes embarquent chacun dans un véhicule, direction le camp Nabakoum 2. Sur place, le général Gilbert Djindjiri lui explique la situation en ces termes, je cite, « Les éléments ont fait un coup de force, je suis allé voir le commandement pour voir comment gérer la situation. Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas au courant. » Fin de citation. Sur ces entrefaits, il dit avoir conseillé le général Gilbert Djindjiri de regrouper la classe politique burkinabé et de lui dire qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir. Le général accepte le principe. Plusieurs communiqués sont rédigés dans le sens de l'apaisement de la situation, poursuit le magistrat militaire. Mais dans la matinée du 17 septembre 2015, il constate que c'est tout autre chose qui est lu à la télévision du Burkina. Pour autant, il décide de rester aux côtés des putschistes et de les aider à trouver une solution politique à la crise. Il prend part donc aux pourparlers entre le RSP et les diplomates en poste à Ouagadougou et les négociations entre les médiateurs de la CEDEAO et la classe politique burkinabé. Le 25 septembre 2015, il reçoit 5 millions de francs CFA de la part du général Gilbert Djindjiri par l'entremise du colonel Mamadou Bamba. Il est arrêté le 3 octobre 2015 par la gendarmerie nationale. Et quand on lui demande ses motivations dans ces événements, il répond avoir voulu aider les protagonistes à trouver une solution à la crise. Avant d'ajouter, c'est par curiosité que j'y suis allé. Cela entrait dans le cadre de mes recherches en tant qu'écrivain. Mais pour le parquet militaire, un appel téléphonique entre le colonel Abdoul Karim Traoré et le vice-président du MNLA, Djiri Maïga, fait état de forces étrangères qui devaient intervenir au Burkina Faso pour soutenir les putschistes. L'accusé refute cette pièce à conviction et dénonce le rapport d'expertise téléphonique. Son audition se poursuit demain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. En bref, la décision de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris sur l'extradition de François Compaoré sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par le Burkina Faso dans le cadre de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons est prévue pour le 5 décembre 2018. L'État burkinabé ayant fourni des preuves demandées par la Chambre chargée de se prononcer sur l'extradition. Mais déjà, les défenseurs des droits humains peuvent se réjouir. L'avocat général s'est dit favorable à l'extradition du frère cadet du président Compaoré vers le Burkina Faso.
inculpé d'incitation à assassinat dans l'affaire du journaliste Norbert Zongo, tué le 13 décembre 1998, alors qu'il enquêtait sur la mort de son chauffeur. François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré, a été arrêté le 29 octobre 2017 à Paris suite au mandat d'arrêt international lancé par la justice burkinabé. Et puis pour renforcer davantage la gestion des finances publiques au Burkina, le Royaume de Danemark soutient le gouvernement. Les deux parties ont procédé à la signature d'une convention d'environ 1,7 milliard de francs CFA. L'appui vise à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre du PNDS à travers le renforcement de la gestion des finances publiques, notamment en son volet relatif au recouvrement des ressources intérieures. Oscar Soulama, Abdourahmane Zongo pour les détails. Aucun nuage dans le ciel de la coopération entre le Burkina Faso et le Danemark. C'est même le parfait amour, renchéri, renforcé ici par un échange de notes après deux signatures qui valent de l'or. Elles valent ensemble 1,760 milliards de francs CFA. Cette double signature vient entériner un accord de financement sous forme de subvention et en appui au PNDS, l'actuel référentiel national de développement au Burkina Faso. Spécifiquement, c'est un montant qui vise à soutenir la Direction générale des impôts. C'est plus d'1,760 milliard de francs CFA mis à la disposition du Burkina Faso pour soutenir les actions engagées au niveau de la Direction générale des impôts. Toutes les réformes en matière de téléprocédure, la question du cadastre fiscal, tous ces aspects seront mis en place pour accroître la mobilisation des ressources propres. Pourquoi un tel don au gouvernement du Burkina Faso? On fait ça parce qu'on a déjà beaucoup confiance à la gestion qui fait le gouvernement avec le fonds qu'on leur donne. Cet appui qu'on donne aujourd'hui, c'est en fait dans ce sens de renforcer le DGI à faire mieux. Mis à part cet accord de financement avec le Burkina Faso, le Royaume du Danemark intervient dans un vaste domaine de coopération avec notre pays, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la sécurité et de l'eau et l'assainissement. En santé, construire une vision commune et cohérente pour une meilleure mise en œuvre des différentes réformes dans le secteur de la santé, c'est l'objectif d'une rencontre des décideurs du ministère en charge de la santé qui discutent en ce moment à Ouagadougou. Ils ont 4 jours pour se mettre d'accord sur les meilleures alternatives de financement pour la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, par exemple. Le point avec Thié Dilare Yen et Ini Janine Kambiré. Au cours de ces séminaires de formation, il s'agit pour les décideurs du ministère de la Santé d'échanger sur les meilleures alternatives de financement de santé à même de soutenir la couverture sanitaire universelle. Ils se pencheront également sur le dispositif d'organisation des prestations permettant de garantir un bon rapport qualité-prix des soins de santé. L'indicateur, par exemple, de mortalité des enfants de moins de 5 ans, où la moyenne dans le monde, c'est 41 décès pour 1000 naissances vivantes. Le Burkina est à 79 décès pour 1000 naissances vivantes. Si on était performant vraiment, on allait dans la moyenne du monde à 41 décès. Comment passer des 79 à 41 décès pour 1000 naissances vivantes? Il faut faire des réformes sur les fonctions qui peuvent permettre au secteur d'être plus performant. Le ministère de la Santé, dans sa recherche de meilleures alternatives de financement, est appuyé par la Banque mondiale. Lors de cet atelier, on va étudier les expériences internationales, mais aussi les choses qui ont été déjà mises en œuvre au Burkina Faso pour rendre le système de financement de la santé plus équitable et pour permettre à ce système de promouvoir plus de qualité et d'efficience dans la dépense. Les suggestions et recommandations issues des échanges qui vont durer 4 jours pourraient contribuer à accéder à la vision du ministère de la Santé, celle d'atteindre un meilleur état de santé possible pour l'ensemble de la population à travers un système national de santé accessible, performant et résilient. Il s'agit de faire de l'approche communautaire des soins de santé primaire le socle de la marche du Burkina Faso vers la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2027.
Toujours en santé, un projet qui lutte contre la bilharzio dans le Houé était dans un village de la province ce 27 septembre. Objectif, solliciter l'accompagnement des élus dans la lutte contre la schistosomiase. Les acteurs du projet sont allés donner des éclairages sur le projet, mais aussi sur la maladie. Moussa Sanou, sur place à Bobo-Dioulasso. La schistosomiase ou bilharziose. Voici plusieurs années maintenant que 3E, un projet des DSIE, est en guerre contre cette maladie au Burkina. Et pour donner plus de chance à la lutte, des députés et des élus locaux sont aujourd'hui sur le terrain avec les acteurs du programme à Panamasso, village situé à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Après une visite au CSPS, la délégation est ici au bord du cours d'eau du village. Lorsqu'un sujet est infesté par la maladie, et c'est les œufs que la personne émet à travers les urines et les selles, alors lorsque ces œufs entrent en contact avec l'eau, alors les œufs vont éclore. Et une fois que les œufs éclosent, ils émettent ce qu'on appelle les cercaires. Et ces cercaires doivent migrer et rejoindre les mollusques. Là-bas, il y a un processus qui s'engage, qui est un processus asexué. Donc, il se multiplie à des milliers de cercaires. Ce sont ces cercaires qui nagent dans l'eau et en contact avec l'homme transmettent. Ici, les parlementaires et les élus locaux découvrent cette station un outil important dans la lutte contre la schistosomiase. Avec un bilan hydrologique, on est capable justement de comprendre comment l'eau va se redistribuer et prédire avec des outils développés, hyper performants, et comment le cours d'eau va se comporter. Ici, les acteurs du programme présentent aux élus et aux populations les résultats de ces actions de lutte contre la schistosomiase. Notamment à Panamasso, le taux de prévalence est actuellement de 25%. Tous les acteurs confondus ont bien compris la nécessité et l'importance de ces résultats-là pour contribuer à éradiquer cette maladie qui ne fait que durer, qu'on appelle maladie tropicale négligée, mais quand même qui handicape la population. Et notre souhait, c'est qu'un jour, cette maladie puisse être nulle dans notre pays grâce aux efforts conjugués. Cette visite de terrain avec les élus locaux et cette rencontre vient en complément à cet atelier organisé en avril dernier. Un atelier qui avait permis également au projet 3E et ses partenaires d'informer et de sensibiliser les populations de Panamasso sur les responsabilités dans la lutte contre la schistosomiase. Coopération décentralisée. En visite à Ouagadougou, le président de la métropole de Lyon était au centre de traitement et de valorisation des déchets de la capitale burkinabé. David Kemfil a pu saluer sur place la valorisation des déchets réalisée par des associations de femmes en périphérie de la ville de Ouagadougou. La suite de son programme de visite avec Oumar Zombri. La mairie de Ouagadougou et la métropole de Lyon révisitent ensemble leur coopération. Nous sommes au centre de traitement et de valorisation des déchets à Toudoumouego. La délégation lyonnaise s'imprègne ici de la politique de révalorisation des déchets de la commune. Ces femmes, à pied d'œuvre, transforment les déchets organiques en fertilisants bio. On étale 8 pieds sur 12, on ajoute la bouche de battoir là, on arrose 5 arrosoirs d'eau. Après l'étape de cette mini-usine à compost, les hôtes du jour se rendent sur le site de valorisation des déchets plastiques. Nous sommes aujourd'hui sur ce centre de valorisation des déchets. C'est un sujet important. C'est un sujet important, la propreté, la valorisation des déchets. Je pense qu'il y a un énorme chantier. Monsieur le maire de Ouagadougou, je crois, a une volonté farouche pour accélérer sur cette question-là qui est essentielle pour l'environnement. Fini l'étape de Toudoumouego, le cap est mis sur le plateau sportif de Jean-Pierre Guingané. Là, David Kimfeld et Armand Bewende participent à la cérémonie de clôture d'une formation des encadreurs et animateurs en sport de masse. Pour le maire de la commune, cette visite témoigne de la vitalité des relations entre Ouagadougou et Lyon. Les visites qui ont été faites, les discussions qui ont eu lieu montrent que le président ici présent et moi-même, nous avons la même vision, nous avons les mêmes préoccupations. La métropole de Lyon et la ville de Ouagadougou entretiennent des liens d'amitié et de coopération depuis 25 ans. Des liens d'amitié et de coopération qui s'inscrivent sur plusieurs axes, dont la sécurité et le transport. Un mot d'agriculture dans ce journal. Les producteurs de fraises au Burkina reçoivent une formation destinée à renforcer leurs capacités. La session co-animée par la JICA et la Direction générale de la promotion de l'économie rurale se tient à Dapelgo.
À terme, les participants doivent maîtriser le bon fonctionnement de la cueillette, les caractéristiques d'une fraise et d'une framboise de qualité, l'importance aussi de la culture de la fraise au Burkina. Tanga Robert Kafando. Possibilité d'introduction d'un système d'ensemencement et de culture de la fraise de style japonais au Burkina Faso, c'est le thème de la formation qui a réuni les producteurs de la fraise au centre de formation agricole de l'Alénaba Tigré à Dapelgo. En une matinée, l'expert japonais de la compagnie Excel Agri a développé les modules sur la culture de la fraise en système de pot, en système d'équipement en hauteur, la conservation, la transformation et la commercialisation de la fraise. Une formation qui a permis aux producteurs comme le Lalénaba Tigré de découvrir le potentiel du Burkina Faso dans la production de cette spéculation et d'envisager la dynamisation de la filière. J'ai beaucoup appris avec l'expert japonais sur la production de la fraise parce qu'au Burkina Faso, nous produisons la fraise simplement sur 4 mois alors qu'au Japon, ils produisent la fraise sur 8 mois. Et c'est très intéressant pour nous en termes de création d'emplois, en termes de création de richesses dans le domaine de la maraîchiculture. Et aussi, nous avons appris comment on peut transformer la fraise parce qu'il y a une surproduction au Burkina, parce que la totalité de la production n'est pas consommée. Il faudrait transformer pour préserver les récoltes qui peuvent être utilisées sur plusieurs années. Surtout à produire la liqueur de fraise, la liqueur peut vivre même 100 ans. Le Japon possède une expérience presque centenaire dans la production de la fraise, une expérience qu'il compte partager avec le Burkina Faso à travers la JICA dans le but de rendre la filière plus porteuse. La formation se poursuit sur les champs d'expérimentation avant de se donner rendez-vous en janvier prochain pour la deuxième étape. Et puis une délégation de conseillers du Conseil supérieur de la communication était chez le directeur général de la RTB, conduite par le vice-président Abdulaziz Bamogo. La délégation est allée échanger sur de nouvelles pistes de collaboration, surtout de part et d'autre que de nouvelles équipes dirigent les deux entités. Bouma Ernest Nébier. Des conseillers du Conseil supérieur de la communication CSC rendent visite à la nouvelle équipe dirigeante de la radiodiffusion-télévision de Burkina. Une visite de courtoisie, mais aussi d'encouragement pour l'aider à relever les nombreux défis de la RTB. À cette équipe, ils ont signifié toute la disponibilité du CSC à travailler en partenariat avec la RTB. En ce qui concerne la RTB, nous remarquons avec beaucoup de satisfaction le travail qui est fait, qui est un travail de qualité. Sur certains points, il y a des éléments à relever, mais nous voudrons travailler ensemble comme des partenaires à pouvoir le relever. La mission du CSC, c'est de faire en sorte que la liberté de la presse soit une réalité. Nous allons travailler en partenariat avec les médias et notamment avec la RTB pour y parvenir. Mais notre mission, c'est aussi de faire en sorte que dans l'activité des médias, que les dérives éventuelles qui arrivent ne portent pas atteinte aux droits des citoyens. Et c'est pourquoi nous avons besoin vraiment d'être en étroite collaboration avec eux pour les interpeller, mais en amont pour les conseiller, pour les orienter afin que ces droits des citoyens-là soient régulièrement respectés. Et cette collaboration entre les deux structures, les premiers responsables de la RTB et leurs hôtes en ont largement discuté. Et ils ont décidé ensemble de trouver des cadres formels d'échange pour renforcer ce partenariat. Après avoir apprécié cette visite des membres du CSC, le directeur général Pascal Tombiano leur a fait part des préoccupations actuelles de la RTB. On a parlé des grands projets de la RTB, on a parlé de la question du siège, on a parlé de la question des contenus, on a parlé de la question de la nouvelle grille des programmes de la radio, de la télévision, le nouvel habillage, la question des décors. C'est des aspects liés au fonctionnement d'ensemble et au fonctionnement quotidien d'une chaîne de télévision que nous avons tenu à partager avec les responsables du CSC pour bénéficier également de leurs conseils, de leurs avis et de leur support. Vous savez, quand on a un dossier, il est toujours bien d'être soutenu. Et donc, c'est dans cette logique-là que nous avons partagé ces différentes informations-là avec le vice-président et son équipe. Des dossiers de la RTB que le vice-président du CSC et son équipe ont promis au faire avancer pour permettre à la RTB de mieux accomplir ses missions.
Dans l'actualité ce soir, de l'ivoire clandestin d'Afrique vers la Chine. Le trafic inquiète sur le continent. Ce sont des quantités importantes qui sont souvent convoyées dans ce pays. C'est le groupe de conservation de la faune sauvage des éléphants qui sonne l'alerte. Regardez. Des quantités croissantes d'ivoire en provenance d'Afrique sont introduites clandestinement du Myanmar en Chine malgré l'entrée en vigueur cette année d'une loi interdisant la vente légale d'ivoire dans le pays d'Asie. C'est ce qui ressort d'un rapport publié ce mardi par le groupe de conservation de la faune sauvage Save the Elephants. L'interdiction de la vente d'ivoire en Chine, premier importateur et utilisateur final de défense d'éléphants au monde, a été saluée par les activistes de la faune sauvage comme une étape essentielle pour réduire le braconnage des animaux en voie de disparition. Mais l'interdiction n'empêche pas la croissance prolifique du commerce d'ivoire sur le marché noir au sud de la Chine. Je pense que l'un des problèmes qui se pose lorsque vous fermez un marché légal comme le gouvernement chinois l'a fait, cela n'arrête pas pour autant le marché noir. La pression et l'effort doivent donc être orientés vers la collaboration de tout le monde pour la résolution des problèmes liés à l'arrêt du commerce illicite d'ivoire. Selon le rapport, dans la ville de Mongla, frontière entre le Myanmar et la Chine, la quantité de nouveaux articles en ivoire mis en vente a augmenté de plus de 60% au cours des 3 dernières années. Le niveau élevé de la corruption expliquerait l'expédition d'ivoire qui sort du continent africain selon les experts. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. À l'affiche des journaux du jour, l'affaire Norbert Zongo. La décision sur l'extradition de François Compaoré est attendue aujourd'hui, annonce Le Pays. Quel sort pour François Compaoré s'interroge aujourd'hui au Faso, qui espère que la partie burkinabé a pu apporter ce dont avaient besoin les juges français. Pour ce journal, s'il y a eu une occasion de ramener François Compaoré au Burkina, afin qu'il s'explique véritablement sur les raisons pour lesquelles toutes ses attentions sont fixées sur lui, c'est bien celle-là. Dans tous les cas, sauf tremblement de terre à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, on devrait aujourd'hui connaître l'épilogue d'un si passionnant dossier, insiste l'observateur Palga. Autre actualité évoquée dans les journaux du jour, l'attaque du poste de gendarmerie de l'Amphira dans le Sourou. Bilan, 3 gendarmes blessés et d'importants dégâts matériels, note le quotidien. Des opérations militaires auront lieu incessamment, rassure dans ce journal le nouveau commandant du G5 Sahel, le général de division Ould Sidi, qui a par ailleurs expliqué sa vision au ministre burkinabé de la Défense dans le journal Le Pays. Quand le Burkina va-t-il mettre fin aux différentes attaques terroristes, est-on tenté de se demander. Pour le général Oumarou Sadou, si la résilience nationale est forte, quelles que soient les actions de l'ennemi, la victoire sera certaine, lit-on dans Le Pays. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.